Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto hebdo pour vous présenter la peinture d'un Stormcast donc qui vient de la collection Mortal Realms aux éditions Hachette. J'en profite pour remercier tous mes tipeurs qui me permettent de pouvoir m'abonner en fait à ce projet Mortal Realms et du coup je vais proposer régulièrement du contenu lié à cette collection. Donc là c'est un Stormcast, alors j'avoue moi c'est la figurine de Stormcast que je préfère, je trouve la pose absolument géniale de ce Stormcast féminin, en plus, c'est assez rare pour être souligné. J'aime beaucoup la pose, j'adore sa tête. Tête alternative en plus, hein, parce qu'il y a deux têtes dans la grappe, on peut choisir laquelle on va utiliser. Mais vraiment, voilà, j'aime beaucoup cette figurine. Donc là, on va partir sur un tuto en deux parties. Donc première partie, assez facile, assez simple à mettre en application pour obtenir ce résultat que vous voyez à l'écran. Et ensuite une seconde partie pour pousser un petit peu plus loin avec notamment de l'usure et de l'oxydation sur les métaux. La figurine a été sous-couchée en deux temps, donc d'abord en noir intégralement, donc j'ai bien passé dans tous les coins, surtout en insistant sur le dessous de la figurine et les coins un peu difficiles d'accès. Et ensuite je suis venu avec une bombe de grès cire, donc gris très clair, pour faire un zénithal, donc en mettant plutôt sur le dessus de la figurine à 45 degrés, mais en insistant bien, donc j'ai vraiment que les creux qui restent noirs, la figurine est quand même à dominante grise. On va commencer par baser tous les métaux en Wildwood, donc qui est un brun foncé de la gamme contraste. Ça me permet en fait de pouvoir travailler un métal assez usé et assez terne. Voilà, j'ai pas envie d'avoir quelque chose de flamboyant, de clinquant, etc. J'avoue que les Stormcast, le schéma de couleur classique doré, je n'aime vraiment pas ça. Donc là, on va aller complètement à contre-pied de ce schéma classique avec une armure acier usée et assez terne et des drapés rouges plutôt que les drapés bleus et blancs classiques. Maintenant, je vais prendre du Iron Warriors, donc c'est un métal très sombre, et je vais le brosser, donc j'ai un pinceau qui est dédié à ça. On va faire un brossage à sec, très classique, on va le faire sur toutes les parties qu'on a passées au Wildwood. Alors évidemment, il faut bien attendre que le Wildwood soit sec, sinon s'il y a des petits recoins qui sont pas secs, quand vous avez passé la brosse, ça va se mélanger dans votre métal, ça va être dégueulasse et tout, donc surtout faites attention à ce que votre contraste soit bien sec. Vous connaissez le principe du brossage à sec, si ce n'est pas le cas, il y a une vidéo qui a déjà été faite là-dessus. Donc j'enlève l'excédent de peinture de mon pinceau avec un papier absorbant et je viens frotter la figurine afin que mes pigments ne se déposent que sur les proéminences. Une fois que ce premier brossage à sec est fait, je vais venir avec du Stormhost Silver qui va être un métal plus clair. Et là je vais brosser en laissant un petit peu moins de peinture sur mon pinceau et surtout en insistant vraiment sur les arêtes qui vont le plus capter la lumière. Voilà, je ne vais pas brosser toute l'armure comme j'ai fait avec le Iron Warrior. Donc maintenant je vais prendre du Snakebite Laser, toujours dans la gamme contraste, et je vais m'en servir pour teinter les métaux que j'ai déjà travaillé précédemment. Je dilue très légèrement mon contraste avec un petit peu d'eau. En fait, je pose la pointe de mon pinceau dans l'eau, j'enlève rapidement l'excédent sur un papier absorbant, et je viens ensuite chercher la peinture dans le petit réceptacle à l'intérieur du bouchon. Comme la peinture est translucide, ça me permet de garder en fait tout le travail déjà effectué par brossage à sec, et donc d'avoir déjà les volumes préparés pour venir ensuite les teinter avec le Snakebite Laser. Donc là, je vais venir faire un peu tous les éléments décoratifs, que ce soit son épaule, la genouillère, les décorations du bouclier. Je vais garder certains éléments, notamment sur le bouclier, pour les traiter avec une autre couleur à la contraste, afin de faire des variations de métaux, tout simplement. Donc là, je vais venir avec du Yanden Yellow, toujours dans la gamme contraste, qui va me servir pour peindre les différents éléments du bouclier que j'avais laissé en argenté, afin de simuler différents métaux précieux pour venir enjoliver en fait ce bouclier. Je reviens avec mon Stormhost Silver et je vais légèrement brosser les éléments que je viens de peindre afin de marquer les arêtes, que ça ressorte bien comme ça sur ma figurine. C'est le moment de passer à la grosse partie de la figurine. Je vais prendre du flèche tireur raide et on va peindre toute la tunique. Alors, elle a un vêtement qui est composé en deux parties, en fait. Elle a une espèce de jupe fendue et un tabard, en fait, qui est en deux parties, qui va avoir juste cette espèce d'étole triangulaire sur le buste et
sorte de pagne par-dessus la jupe. Donc là, je vais peindre que la jupe en rouge parce que je vais réserver la partie tabard à une autre teinte sur mon aimant. Mais si vous avez envie d'avoir tous les tissus de la même couleur, vous pouvez tout peindre d'un coup, ça fait gagner beaucoup de temps. Donc justement, ce tabard, je vais venir le peindre au Screaming Skull. Donc je vais repasser comme ça tous les éléments, aussi bien la partie haute sur le torse que cette bande qu'elle a devant. Alors la peinture, c'est une peinture layer de Citadel. Elle n'accroche pas beaucoup, donc en fait il y aura 2 passages en attendant bien que les couches soient sèches avant un nouveau passage. Il y aura 2 passages légèrement dilués, toujours diluer la peinture, c'est très rare de l'utiliser tel quel, en dehors de la contraste, hein, évidemment. Je vais prendre de la shade Seraphim Sepia. J'ai choisi le Seraphim Sepia tout simplement pour avoir quelque chose de très très chaud. En fait, je vais essayer d'avoir un contraste très fort entre ces vêtements très chauds, le rouge et ce beige avec des ombres presque orange, par rapport à cet acier assez froid que j'ai déjà mis en place. Et surtout un acier terne. Donc là, j'ai envie, sur les parties vêtements, j'ai envie d'avoir quelque chose de très chaud, apporter beaucoup de chaleur. Donc on va jouer sur des teintes comme ça, jaune, rouge, orange, pour avoir quelque chose de vraiment chaud et plaisant à regarder. Une fois que j'ai passé mon Seraphim Sepia, je vais revenir avec le Screaming Skull et je vais rééclaircir les arêtes. Voilà, donc c'est assez facile. La sculpture de la figurine se prête très bien à ce genre de travail parce que les plis sont très bien rendus, ressortent énormément. Il y a beaucoup de dénivelé en fait entre les creux et les plis. Donc effectivement, en passant juste avec le bord de mon pinceau comme ça, j'arrive à venir déposer la peinture sur les plis. Une fois que c'est bien sec, je vais venir avec du Agrax Earthshade, donc toujours dans la gamme Shade, et je vais venir souligner comme ça les creux les plus importants, voilà, pour augmenter le contraste et souligner les volumes de cette façon. Alors si vous trouvez que le pagne est un peu trop chaud, un petit peu trop jaune, voire orangé, plutôt que le faire au Seraphim Sepia, vous pouvez le faire directement à l'Agrax Earthshade. Ça marche aussi. C'est juste que moi je voulais quelque chose d'assez orange en fait dans le résultat. Et vous verrez par la suite pourquoi j'ai cherché un contraste, j'ai cherché une teinte orange sur cet élément-là par rapport au reste de l'armure. Maintenant je vais venir au Pallid Witch Flesh et je vais faire les derniers éclaircissements. Donc là c'est vraiment les plis les plus proéminents que je vais avoir sur le tabard. Donc là c'est très facile à faire avec le plat du pinceau, en utilisant le pinceau à 90 degrés de l'élément que j'essaie de peindre. Et comme ça je vais refaire tous mes plis, donc je vais avoir un joli contraste entre mon Agrax Earthshade qui est posé dans les creux, qui est assez foncé, et ce Pallid Witch Flesh qui est quasiment blanc, mais pas tout à fait, hein. J'utilise pas de blanc en fait dans cette figurine. Donc ça me permet d'avoir un joli contraste de valeurs avec des teintes très prononcées et très vibrantes en fait. Maintenant, je vais prendre du Evilson Scarlet pour commencer à traiter cette jupe rouge. Donc pareil, je vais venir rehausser en fait les plis. C'est une couleur que j'aime beaucoup, le Evilson Scarlet. C'est un vermillon, un rouge vraiment pétant, assez clair, donc très facile à utiliser pour éclaircir un beau rouge foncé, un beau bordeaux comme là le Flèche Tireur Red. Moi, c'est un genre de rouge que j'aime bien travailler comme ça, à partir d'un rouge très foncé, très prononcé, très marqué, un peu violacé, et venir l'éclaircir comme ça, avec un rouge vermillon presque orange. J'aime beaucoup le rendu que ça donne, en fait. Et donc, c'est une recette que j'utilise très souvent, là, éclaircir au Evilson Scarlet mon contraste Flèche Tireur Red. Après le Evilson Scarlet, je vais prendre du Wasdaka Red qui est encore plus orangé, c'est presque de l'orange mais pas encore. Et je vais venir comme ça ressouligner les arêtes mais en les faisant plus fines et sur des zones plus restreintes que je n'ai fait mon Evilson Scarlet. Donc je vais faire ça sur tous les plis et ça va me donner quelque chose de vraiment lisible avec des beaux volumes.
Je vais prendre du Rhinox Hide maintenant, et en fait je vais venir peindre les gants. Alors je sais pas, c'est un peu bizarre le design de cette figurine là-dessus, parce qu'en fait il y a des espèces de gros gants qui sont visiblement en tissu, parce que ça fait des plis, etc. Et qui se terminent en fait par des gantelets en acier avec les articulations des doigts, etc. C'est un peu étrange en termes de design, mais bon, on va se plier à la sculpture de la figurine en fait. Et donc je vais passer, c'est la partie gants en cuir en Rhinox Hide. Et je vais aussi faire la ceinture et s'il y a des éléments comme ça que je veux en rendu cuir, c'est le moment de les faire. Je vais prendre du Doombull Brown pour éclaircir tout ce que j'ai fait au Rhinox Hide, tout simplement. Donc pareil, c'est un brun très chaud, hein, qui est assez rouge. Donc ça va me permettre comme ça d'avoir ces éléments, tous les éléments tissus en fait très très chauds pour contraster avec mon acier assez froid. Et enfin, je vais terminer avec du Rhinox Hide que je vais mélanger avec du Creek Kaki, à peu près en part 50-50. Et ça va me permettre d'avoir un brun clair, désaturé, un petit peu jaunâtre, mais très désaturé surtout, c'est ce que je cherchais là pour ces gants. Et je vais pouvoir faire les petits éclaircissements ultimes sur les gants, donc le bord du gant, les petits plis, les trucs comme ça, quoi. Maintenant, je vais venir avec du Corvus Black, qui est pas vraiment du noir, en fait, qui est un genre de gris très foncé, ou un noir un peu éclairci, quoi. Bon, en tout cas, c'est une couleur que j'aime bien pour faire un peu tous les trucs qui sont pas très intéressants à peindre et qui n'ont pas vocation à être hyper visibles. Donc là, par exemple, on va faire le manche de sa masse avec ça, et ça suffira largement. Je pourrais par la suite faire un petit lavis noir dans les creux et ce sera hyper lisible comme un élément étant noir avec un tout petit peu de travail. Ce sera voilà, c'est peint, c'est noir, on comprend. C'est un noir qu'on peut assombrir, c'est ça qui est très intéressant avec ce Corvus Black. Je vais prendre du Black Templar de la gamme Contrast que je vais beaucoup diluer, donc en 50-50 avec de l'eau. Et je vais venir faire en fait des petits... je vais faire du lining en fait. Donc je vais, avec un pinceau très fin, venir ajouter un petit peu de noir le long de lignes de démarcation entre différents éléments, donc notamment entre les plaques d'armure en fait. Et je vais essayer comme ça de souligner le volume de l'armure en rajoutant de fines lignes noires entre les différents éléments qui la composent. Maintenant je vais prendre du Demonette Hide qui est un gris violacé. Et je vais venir faire la tête, en fait, toute la partie nue. Donc là, encore une fois, je cherche un rendu très désaturé. Pour la peau, en fait, on va essayer d'avoir pas mal d'éléments désaturés pour s'opposer avec ce rouge bien pétant, là, un peu flamboyant. Voilà. Et je voulais quelque chose de froid pour contraster avec les vêtements chauds là, que j'ai déjà fait, mais qui en même temps soit... assez coloré, même si c'est pas une teinte très réaliste, mais vous allez voir en fait le gris pour faire des peaux, c'est assez sympa, les gris colorés, finalement pour faire des peaux c'est assez chouette, mais du coup je voulais pas que ça reste trop terne pour que ça ne se confonde pas avec l'armure, mais je voulais quelque chose de froid quand même, et très désaturé. On reste dans le thème avec du Slaanesh Grey, et je vais faire mes éclaircissements, donc le nez, les pommettes, un petit peu le bas de la mâchoire, les oreilles, le haut du crâne, parce qu'elle est rasée sur les côtés, donc on peut travailler ça, voilà. Donc je fais mes petits éclaircissements, le truc. Et vous voyez, en 2 couleurs, je trouve que le rendu du visage, un peu étrange, très fantasy, très maître fan, ça rend très très bien, en fait. Je suis content du résultat. Je vais reprendre le Black Templar et je vais simplement faire ses cheveux. Donc elle a 2 mèches qui passent devant son visage. Et le reste, en fait, c'est une espèce de rectangle sur le haut du crâne, étant donné qu'elle est rasée sur les côtés. Donc voilà, donc je fais bien attention sur les mèches, parce que si je déborde, je gâche un petit peu le visage, ce serait dommage. Et le dessus est assez facile à peindre, donc voilà, pas trop de soucis sur cette étape. Maintenant, je vais prendre du Stegadon Scale Green que je vais beaucoup diluer et je vais m'en servir en fait pour aller faire des ombres un peu froides, encore un petit peu plus froides, parce qu'on est sur un bleu désaturé, pour les yeux, sous la bouche,
derrière les oreilles. Comme elle a le crâne rasé, on voit beaucoup ses oreilles, donc j'hésite pas à venir faire un petit liseré bleu foncé comme ça derrière les oreilles et en bas du crâne. Donc ça me permet d'apporter des ombres comme ça, de renforcer le côté un petit peu froid, d'apporter des ombres qui vont me permettre de faire une démarcation avec mes éléments chauds sur le reste de la figurine. Et enfin, je vais prendre du Pallid Witch Flesh pour faire mes derniers éclaircissements. Donc un petit point sur le nez, les pommettes, voilà, le bord des oreilles, enfin voilà. Vraiment les derniers petits points de lumière du visage. J'adore cette couleur, Pallid Witch Flesh, c'est vraiment très très bien. C'est pas du blanc, c'est légèrement cassé, c'est un gris un peu coloré. Voilà, non, c'est vraiment très chouette, une belle couleur. On va revenir avec le contraste Wild Wood. Et on va peindre tous les petits colifichets là, qui vont être peints en doré par la suite. Donc comme avec les métaux tout à l'heure, en fait je l'ai pas fait en même temps que les autres métaux parce que les autres étapes intermédiaires auraient gâché le travail. Donc autant le faire maintenant. Enfin, je préfère procéder dans cet ordre-là parce que si je l'avais fait en même temps que les autres métaux, bah, quand j'ai fait mes brossages sur l'armure, je risquais de brosser aussi dessus. Quand j'ai travaillé la toge ensuite, j'ai débordé et tout sur cette partie-là. Donc vraiment, ne l'entamer qu'à ce moment-là permet de travailler les étapes précédentes plus sereinement. Pendant que ça sèche, je vais venir avec le Célestra Grey et je vais faire la petite fiole qu'elle a à la ceinture. Toute la partie du contenant, en fait, voilà, je vais la baser au Célestra Grey. Puis je vais venir au Gressir, rééclaircir les arêtes de cette petite fiole et mettre des petits points de lumière comme ça sur cet objet. Une fois que tout est bien sec, je vais prendre du contraste Aethermatic Blue que je vais passer sur la fiole et ça va me faire tout le travail comme ça un peu d'espèce d'essence magique à l'intérieur de cette fiole. Ouais, c'est vrai que la contraste, avec des trucs comme ça, c'est hyper facile à faire. J'aime beaucoup les Aethermatic Blue parce qu'il y a plein d'effets magiques qu'on peut faire grâce à cette couleur, qui est une couleur vraiment étonnante, qui n'est pas du tout naturelle, donc qui marche très bien pour ce genre d'effet. Maintenant, je vais prendre du Retributor Armor, voilà, du doré, pour repasser les petits colifichets, voilà, les petits symboles, l'enclume et l'éclair. Et son espèce de chapelet là autour du cou, pour les faire en doré tout simplement, donc avec le brun qui est en dessous, vous voyez, c'est presque du brossage que je fais, parce qu'en fait je vais peindre que les proéminences pour laisser ce brun, pour laisser le white wood dans les creux. Et comme ça mon doré est très facilement, voilà, un aspect travaillé tout de suite alors que j'ai mis deux couleurs, quoi. Maintenant je vais prendre du contraste Basic Anom Grey, on va commencer à travailler ce socle. Donc je vais baser toute la pierre du socle là, au gris. J'aime beaucoup le Basic Anom Grey, c'est très chouette pour baser des pièces, pour faire ressortir des volumes ou quoi, et pour des décors en pierre aussi, ça marche très très bien. Donc je fais toute la partie en pierre en faisant attention de ne pas recouvrir les feuilles qui sont sculptées sur le socle, et la terre qui est en dessous. J'attends que ce soit bien sec et je vais venir avec du Célestra Grey que je vais brosser légèrement sur cette pierre en fait, pour avoir vraiment un aspect rocailleux, voilà, une ruine ancienne d'un temple ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est très facile à faire. Je m'approche pas trop du dessous de la figurine, vous voyez, je fais vraiment les bords pour ne pas risquer de salir la figurine, et en même temps, si le dessous reste plus sombre que l'extérieur, ça va donner une sensation d'ombre projetée de la figurine. Donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, je viens au Gressir, et je vais brosser en insistant vraiment que sur les bords. Voilà, je vais surtout travailler en fait cet angle-là pour faire ressortir comme ça la pierre. Puis je vais prendre du contraste Wildwood et on va faire toute la partie terre là qui est en dessous, là, qui est au pied de la ruine. Et avec mes brossages précédents, là il est déjà un petit peu travaillé, donc ça va être bien facile de venir poser comme ça juste un petit peu de brun, légèrement dilué avec une petite goutte d'eau, et ça me fait déjà le travail. C'est pas la peine que je cherche à aller plus loin.
Alors je vais prendre du Snakebite Laser maintenant. Alors on va pas tomber dans l'écueil de faire les feuilles en vert. Sinon je vais avoir... la couleur verte en fait n'a rien à faire sur la figurine. Donc là je préfère les faire dans un brun un peu jaunâtre pour faire un peu des feuilles mortes tombées à l'automne, quoi. Voilà, ça rend bien. J'aime bien comment le contraste, surtout le Snakebite Laser, qui est une couleur que j'aime beaucoup, comment en un passage comme ça sur ces feuilles qui ont reçu un lavis Basic Annum Grey, puis qui ont été brossées jusqu'au Gressir, en fait juste venir teinter comme ça avec du brun, voilà, elles sont déjà finies, quoi. Et je vais venir avec de l'Agrax Earthshade de la gamme Shade pour apporter un peu de nuance au rocher et notamment les petits cailloux qui sont dessus. Donc je vais cerner en fait les cailloux comme ça de shade et faire quelques petites taches de shade vers le bas des cailloux en fait pour donner un petit peu plus de dimension. Ça travaille un petit peu plus les volumes de la pierre, quoi. Et je reviens une dernière fois avec du Pallid Witch Flesh. Et là, je vais, vous voyez, faire que les rebords du haut des cailloux. Voilà, avec ce presque blanc, mais qui n'est pas blanc. Ça me permet d'avoir une belle ligne de démarcation et du coup de vraiment réussir à poser le regard correctement sur la pièce. Et voici ce que ça donne. Alors j'ai juste repeint le bord de socle en noir. Voilà, la figurine est très propre, vous pouvez la poser telle quelle sur une table de jeu. Le rendu est très chouette. Voilà. Là, c'était que des techniques faciles. Je pense qu'il n'y a rien de difficile à faire. Je pense que tout le monde sera capable de le faire chez soi. N'hésitez pas à me contacter, à me montrer vos résultats si vous avez suivi ce tuto, pour que je vous donne des avis, des conseils si besoin, et voilà, et puis qu'on puisse voir comment aller un petit peu plus loin. Donc là, c'est vraiment un résultat facile. Alors, il y a beaucoup d'étapes, beaucoup plus notamment que sur les racles-chaînes que j'ai montré précédemment. Mais c'est aussi une figurine qui est beaucoup plus touffue, beaucoup plus détaillée, avec plus de textures différentes. Donc forcément, ça demande beaucoup plus de travail. Mais ça, c'est un rendu qui est vraiment bon pour moi. Ça, vous posez sur la table, si vous avez une armée peinte toute comme ça va être génial. Mais je vous propose d'aller encore un tout petit peu plus loin. Dans les étapes qui vont suivre, c'est vraiment facultatif, mais je vais vous proposer d'oxyder les métaux. Donc selon les métaux, il va y avoir des oxydations différentes, et surtout de renforcer le contraste de ce rouge qui est très pétant. Donc on va, là on est sur un rouge foncé qui va jusqu'à un rouge clair presque orange. Là on va aller sur un rouge foncé quasiment noir, en ajoutant du vert dedans, pour aller jusqu'à un rouge qui va être éclairci quasiment jusqu'au jaune, un jaune très très pâle. Ça vous intéresse? Eh bien c'est parti, on va voir les étapes pour améliorer ce rendu. Alors ça va être la première peinture qui n'est pas de la peinture citadelle du coup dans ce petit tuto. Donc là c'est du camo vert noir. Et donc c'est de la gamme R Prince Auguste, mais on peut le prendre en normal. C'est juste que comme c'est la gamme R, moi c'est une couleur qui me sert énormément à faire des lavis ou des glacis. Donc effectivement je le prends directement en gamme R, elle est bien diluée. Je rajoute encore un petit peu d'eau dedans. Et en fait je vais venir faire toutes les ombres de mon rouge, en fait je vais venir les remarquer comme ça avec du vert. Alors pourquoi est-ce que je rajoute du vert dans mon rouge? Tout simplement, c'est lié à la théorie des couleurs. Alors si vous n'avez pas encore vu la vidéo, il y en a une qui est dédiée sur la chaîne. Dans la théorie des couleurs, on va avoir un cercle chromatique qui va se construire avec les couleurs placées dans un certain ordre selon la façon dont elles se construisent. Les couleurs qui sont opposées dans le cercle chromatique, donc si on trace une ligne en partant d'une couleur et en passant par le centre du cercle, on arrive vers une autre couleur en face. Donc c'est sa couleur opposée, c'est une couleur complémentaire. Et la théorie nous dit que si on ajoute à une couleur sa complémentaire, on va créer un fort contraste de teintes, puisque les deux couleurs, plus elles se rapprochent, donc plus on les mélange en parts égales, plus on va vers le noir. Voilà. Donc le fait d'ajouter du vert dans mon rouge me permet de marquer un contraste très fort, puisque je simule une sorte d'ombre
où je vais me rapprocher de la couleur noire. Et en même temps, c'est quelque chose qui est plus riche que de juste mettre du noir dedans. Parce que je pourrais me contenter de mettre mes creux en noir, mais en fait, mettre mes creux en noir ne donnerait pas comme ça cette vibration dans l'opposition entre le vert et le rouge. Voilà, là, c'est un vert qui est désaturé, parce que si je prenais un vert de la même teinte que... de la même saturation que mon rouge, ce serait un petit peu gênant à l'œil. Donc là, on va faire un vert désaturé, c'est-à-dire c'est un vert qui a déjà reçu du gris et du noir. Donc il perd en vivacité, et il est très bien du coup pour simuler de l'ombre. De la même manière, je vais prendre du Atonian Camo Shade, donc qui est un brun verdâtre, et je vais renforcer les ombres de mon pagne, de toutes les parties beige en fait, en ajoutant un petit peu de vert dedans. Ça me permet de lier le pagne avec mon rouge, en ajoutant du vert dans les deux éléments, bien qu'ils ne soient pas de la même couleur, et ça me permet de désaturer le orange, l'ombre sépia, que j'avais sur mon pagne, en ajoutant comme ça un vert désaturé aussi, puisque c'est un vert qui est un peu brun. Maintenant, je vais prendre du turquoise de la gamme Prince Auguste ou Valero, c'est vous qui voyez, c'est les mêmes nomenclatures, mêmes numéros. Et là, elle est très très diluée, j'enlève le surplus sur mon pinceau, et en fait, je vais comme ça tapoter les zones autour de la fiole pour simuler une petite lueur bleue. Alors c'est pas encore un OSL, là je fais vraiment juste une petite lueur. Si vous voulez faire un OSL, il faudra d'abord passer par du blanc, il faudra faire un joli fondu, un petit dégradé comme ça de blanc. Plus on s'approche de la fiole, plus c'est blanc, et ensuite vous teintez façon glacis avec votre couleur. Mais ça, ce sera le sujet d'un autre tuto une autre fois. C'est un petit peu plus touchy, on va dire. Donc là, je fais juste une petite lueur en venant faire de très légers glacis de turquoise sur les zones autour de cette fiole. On va prendre du Incubi Darkness et on va le prendre très très dilué, et je vais renforcer les ombres des gants en fait, et des parties que j'ai traitées au Inoxide. Alors pourquoi faire ça? D'une part parce qu'en fait je veux un rendu plus marqué au niveau des ombres et des lumières, donc mes lumières sont déjà bien travaillées, je vais accentuer mes ombres, et surtout je vais refroidir ces gants que finalement je trouvais un petit peu trop chauds avec la toge et le rouge, et surtout que comme j'ai déjà mis du vert dans la toge et dans la robe, je les avais refroidis dans les ombres en gardant l'intensité. Mais là, du coup, il faut que je refroidisse aussi les gants, parce que sinon, ils deviennent plus chauds que le reste, donc c'est pas hyper intéressant. Donc là, je les refroidis tout simplement avec un bleu très foncé. Le Incubi Darkness, c'est un genre de turquoise avec du noir, et c'est super bien pour traiter les cuirs, par exemple, pour faire les ombres du cuir, c'est vraiment excellent. Je vais ensuite prendre du Dorn Yellow, qui est un jaune très très pâle, et là en le diluant un peu, je vais venir avec un pinceau fin le mettre sur les extrémités de cette robe rouge, vraiment faire mes points de lumière les plus intenses, comme ça avec ce jaune très très pâle. J'adore éclaircir le rouge jusqu'au jaune pâle. Voilà. J'évite de mettre du blanc dans mon rouge quand je veux l'éclaircir, je mets plutôt du jaune. C'est un jaune qui est très pâle, donc qui a un petit peu de blanc aussi dedans, donc qui permet de désaturer aussi au passage. Mais voilà, moi c'est une couleur que j'aime beaucoup, et ça permet comme ça d'avoir un rendu très pétant sur les plis, surtout que comme j'ai commencé à les refoncer avec du vert, en mettant un jaune pâle comme ça dedans, ça me permet d'avoir une palette assez... très contrasté en fait, avec des extrêmes très opposés. Alors je vais juste revenir avec du Heavy Sun Scarlet bien dilué pour faire de légers glacis afin de fondre un petit peu mieux des endroits où j'étais un petit peu brut avec mon jaune. Donc là je viens les refondre tranquillement avec du Heavy Sun Scarlet. Maintenant on va prendre de l'ivoire. Donc là c'est de l'ivoire Valero, c'est une couleur que j'aime beaucoup. Et on va venir faire les derniers éclaircis de la toge et du tabar qui vont permettre d'avoir un truc, encore une fois, comme avec le jaune pâle en fait, je monte encore d'un cran la valeur de mes lumières, permettant de générer un contraste plus fort et d'augmenter la lisibilité de la pièce. Et je profite d'avoir l'ivoire sorti pour aller faire
un petit point blanc à l'intérieur, sur les yeux de la figurine, comme j'avais basé tout à l'heure, j'avais fait les creux des orbites au Steganon Scalegreen. Là, je viens juste poser un petit point blanc pour avoir un petit côté un petit peu magique, un petit peu puissant de la figurine qui va être lié en fait en termes de couleur à cet effet magique qu'elle a dans la fiole. Je vais prendre du turquoise oxyde de la gamme Green Stuff World, une collection Rust qui permet en fait de faire l'oxydation sur les métaux. J'aime beaucoup cette gamme, c'est très chouette. Donc là c'est de l'oxyde turquoise, donc tout ce qui va être bronze, cuivre, etc. On va pouvoir l'ombrer avec ça. Alors, les éléments que j'ai pas en doré, il faut savoir que normalement le doré ne s'oxyde pas, mais du coup c'est pas très fun visuellement. Donc moi j'aime bien l'oxyder quand même avec du turquoise, justement un peu comme si c'était un truc en bronze, peut-être un alliage à base de bronze. Donc voilà, donc il est très dilué, je viens le poser comme ça dans les petits interstices entre les boules de son collier, à sa ceinture, et je vais aussi en profiter pour remplir les espèces de runes gravées sur sa masse. Voilà. Tout comme sur le bouclier, il y a la partie haute, là, en espèce d'arc. Je vais venir remplir les petites gravures qu'il y a dessus. À la fois pour donner un côté un petit peu usé, en même temps pour suggérer aussi un côté un peu magique. Je vais garder ce bleu turquoise sur la pièce pour tout ce qui est un petit peu magique, en fait. Dans la même collection, je vais venir avec le Orange Rust, de toujours Green Stuff World du coup. Et là, on va faire un petit peu de rouille sur l'armure en s'amusant bien. Donc pareil, je dilue cette peinture et je vais venir la poser à des endroits un peu stratégiques, notamment des recoins, j'ai envie de dire. Des zones qui sont pas... qui ne connaissent pas de frottement régulier ou quoi. Donc voilà, les contours des vis ou des... Vous savez, ils aiment bien sur les figurines avoir des petits clous apparents ou quoi. C'est un très bon endroit sur lequel poser la rouille. Et donc là, voilà, je vais mettre un petit peu de rouille sur les éléments métalliques de l'armure afin de lui donner un côté plus vieilli. Et en même temps, ça me permet de rééquilibrer aussi la pièce, parce que l'ajout de tout ce turquoise là que je viens de mettre a rendu la figurine très très froide. Donc venir rajouter du orange dans les parties acier, qui sont les parties un peu froides, me permet de rééquilibrer un peu le jeu entre le chaud et le froid sur la pièce. Et je vais revenir avec l'ivoire pour une étape qui n'est pas du tout obligatoire. Mais je vais apporter un petit peu de texture à ce tabard. Voilà, je le vois bien en gros tissu épais. Et du coup, avec un pinceau très fin et une peinture bien diluée, je vais venir comme ça, le long du pli, faire des petits traits à 90 degrés de mon pli pour simuler en fait la texture, avoir une texture un petit peu rugueuse comme ça sur ce tabard. Et voilà, la figurine est terminée, donc avec quelques petits efforts supplémentaires comparés à la peinture basique qu'on avait précédemment. Là, la figurine vient de gagner encore en lisibilité et vient d'acquérir aussi toute une histoire, toute une narration autour d'elle avec ces éléments usés, cette magie qu'on va retrouver à différents endroits sur sa masse, dans sa fiole, sur ses yeux, etc. Donc là, avec quelques petites touches de peinture, on raconte encore une histoire en se donnant des contraintes. Et c'est quelque chose que je trouve vraiment intéressant, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc j'espère que ces tutos en 2 parties faciles et poussés un peu plus loin vous plaisent. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et j'espère que ce tuto sur le Stormcast vous aura plu. Donc il faut savoir que c'est un tuto, c'est un petit défi que j'avais lancé sur le tuto sur les racles-chaînes. Défi qui a été relevé extrêmement rapidement. Donc voilà, j'avais promis de peindre un Stormcast. Voici une version, j'avais vraiment pas envie de faire un Stormcast classique, là, tout en doré et tout. Honnêtement, sans être méchant, ça me fait profondément chier, ces Stormcast tout en or. Et je trouve que là, le côté un petit peu sombre, un petit peu désespéré là, que j'ai réussi à donner à cette figurine me plaît beaucoup et commence à me faire apprécier en fait les figurines de Stormcast. Je me dis qu'il y a un potentiel en fait qui peut être vraiment intéressant. Donc je vais sûrement en peindre d'autres. De toute façon, si je m'abonne à Mortal Rims, je vais avoir des Stormcast, donc il faudra bien en faire quelque chose.
Voilà. Si vous avez envie d'aider la chaîne, vous pouvez simplement liker, partager, commenter cette vidéo. Ça fait toujours plaisir et ça permet de faire vivre les vidéos et ça permet aussi de voir que le temps que j'ai investi à faire cette vidéo n'a pas servi à rien puisque c'est utile à des gens et moi c'est ce qui me fait le plus plaisir. Si jamais vous avez envie, j'ai un Tipeee, donc vous pouvez donner un petit coup de pouce financier à la chaîne, sachant que mes tipeurs ont accès à un groupe Facebook privé dans lequel on peut discuter et sur lequel je montre justement des previews de ce qui va arriver sur la chaîne, où je leur demande leur avis sur plusieurs choses, etc. Donc ils ont un petit peu de privilèges comparé au reste du public sur la chaîne. Voilà. On peut se retrouver sur les réseaux sociaux, que ce soit sur la page Facebook Grégoric, sur le groupe des peintres et des joueurs sur lequel je suis très actif, sur le Discord du pain et des jeux, ou tout simplement sur le site dupainetdesjeux.fr pour lequel j'écris des articles régulièrement. Voilà, j'espère que tout ça vous aura plu, dites-le moi dans les commentaires, et n'hésitez pas à me contacter via Facebook, notamment via la page des peintres et des joueurs, pour me montrer le résultat de vos peintures, surtout si vous utilisez mes tutos pour peindre vos figurines, ça me fera super plaisir. Voilà, je vous fais plein de bisous, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.